Décembre 1944. Alors que les Alliés croyaient que l'hiver stopperait toute offensive allemande, Hitler lança sa dernière et désespérée contre-attaque sur le front occidental. L'opération Wacht am Rhein, connue sous le nom de bataille des Ardennes. Au cœur de cette offensive brutale se trouvaient les Kampfgruppen, des groupes de combat mobiles composés des membres les plus redoutés de la Waffen-SS. À la tête de l'avant-garde se trouvait le Kampfgruppe Peiper, dirigé par l'ambitieux et impitoyable SS Sturmbannführer Joachim Peiper, vétéran du front de l'Est et protégé d'Himmler. Cette unité, rattachée à la première division blindée SS Leibstandarte Adolf Hitler, était équipée de chars Panther et King Tiger, de semi-chenillés et de canons d'assaut. Sa mission était de percer jusqu'à Stavelot, Stoumont et au-delà. À ses côtés, le Kampfgruppe Hansen, commandé par le SS Standartenführer Max Hansen, également membre de la Leibstandarte, était chargé de soutenir le flanc gauche de l'avancée et de dégager les routes de la résistance américaine. Le troisième groupe était le Kampfgruppe Knittel, sous le commandement du SS Sturmbannführer Gustav Knittel, était une force de reconnaissance et de mobilité rapide dont la mission était de sécuriser des villages clés comme 3 ponts et de couvrir l'avancée de Peiper par l'arrière. Enfin, le Kampfgruppe Sandig, dirigé par le SS Obersturmbannführer Rudolf Sandig, opérait comme une force de réserve tactique, prête à renforcer les points les plus critiques du front ou à exploiter les brèches. Décembre. Le plan auquel personne ne s'attendait. Septembre 1944. Les Alliés étaient en Belgique. La frontière avec l'Allemagne était de plus en plus étroite. Les villes occidentales étaient constamment bombardées. En théorie, le Troisième Reich était en retraite. Mais au beau milieu de ce repli, Hitler décida l'impensable, lancer une contre-attaque. Ce n'était pas une manœuvre tactique. C'était une tentative désespérée de renverser la situation d'un seul coup. Depuis son quartier général de Rastenburg, Hitler donna personnellement l'ordre de planifier une offensive de grande envergure. Son objectif était de couper en deux les forces alliées à l'ouest, de percer les Ardennes, de s'emparer de la Meuse et de prendre le port d'Anvers. Si cela se réalisait, les armées britanniques et américaines seraient recoupées du reste du front, sans ravitaillement, sans ligne de retraite. Et alors, peut-être, l'Ouest demanderait la paix. Telle était la logique du plan. L'opération fut baptisée Wacht am Rhein. Bien que son nom paraisse défensif, elle n'en était rien. Sur les cartes, les généraux d'Hitler dessinèrent 3 flèches épaisses pointant vers l'ouest. La plus importante pointait vers le nord, là où porterait le coup principal. Cette flèche traversait une région montagneuse aux routes étroites, aux forêts denses et aux rares passages praticables pour les véhicules blindés. Cette région était familière à tous, les Ardennes. Hitler avait déjà utilisé ce même terrain en 1940, lorsque les troupes allemandes avaient surpris la France en s'introduisant là où personne ne s'y attendait. 4 ans plus tard, il pariait que les Alliés commettraient la même erreur, ne rien attendre de ce secteur. Mais la situation en Allemagne était bien différente. Il n'y avait plus de réserves infinies, plus de domination aérienne, plus de carburant. Pour lancer une attaque d'une telle ampleur, il fallait improviser. De nombreuses divisions étaient incomplètes. Elles manquaient de véhicules, de canons, de carburant et d'hommes entraînés. C'est pourquoi une structure de combat plus flexible fut utilisée, les Kampfgruppen. Le terme n'était pas nouveau. Il signifie « groupement tactique » et avait déjà été utilisé lors d'actions mobiles ou combinées. Mais il devint désormais la base de toute l'offensive. Chaque Kampfgruppe était une formation ad hoc, créée avec les moyens du bord. Infanterie, chars, artillerie automotrice, sapeurs et même des éléments de reconnaissance. Ils étaient rassemblés sous le commandement d'un officier expérimenté et affectés à une section d'avance spécifique. L'une des plus remarquables était celle confiée à Jochen Peiper, officier de la première division blindée SS, division Leibstandarte d'Adolf Hitler. Peiper était jeune, charismatique, brutal et fanatique. Il avait servi comme aide de camp d'Himmler et s'était forgé une réputation d'agressivité sur le front de l'Est. Sa réputation faisait de lui le candidat idéal pour mener une offensive exigeant rapidité et détermination. Le Kampfgruppe Peiper était organisé autour du 1er régiment SS Panzer, renforcé par des bataillons d'infanterie mécanisée, de l'artillerie mobile, des sapeurs d'assaut et des unités de reconnaissance. Au total, il comptait quelques 4000 hommes
et plus de 150 véhicules, dont des chars Panther et Tigre II, des semi-chenillés, des canons d'assaut et des camions de transport. Le plan de Piper était clair. Il devait avancer le long de l'axe d'attaque le plus étroit, pénétrer dans le secteur de Losheim, traverser une chaîne de villes clés, Hansfeld, Bullange, Ligneville, Stavelot, Stoumont, et s'emparer des ponts sur la Meuse, tout cela en moins de 3 jours. S'il y parvenait, la 6e armée blindée à laquelle il appartenait pourrait se déployer et faciliter l'entrée dans Anvers. Mais il y avait un problème. Tout dépendait du secret et de la rapidité. Si les Alliés détectaient l'attaque avant que les chars allemands ne franchissent la ligne de front, le plan tombait à l'eau. Un renforcement silencieux des forces fut alors organisé. Pendant des semaines, des trains transportèrent des divisions entières vers le front occidental. Elles se cachèrent dans les forêts. Les radios restèrent silencieuses. Les ordres étaient transmis par messagers. Même les soldats croyaient qu'on les envoyait défendre le mur occidental et non lancer une offensive. Au total, plus de 200 000 soldats allemands étaient secrètement alignés le long de la frontière belge. 1 500 chars et canons automoteurs furent engagés, ainsi que plus de 2000 pièces d'artillerie. La plupart provenaient d'unités ayant déjà combattu en Normandie ou sur le front de l'Est. Certains régiments étaient bien en deçà de leurs effectifs théoriques, mais ils furent tout de même affectés à l'attaque. L'offensive entière fut divisée en 3 axes. Au nord, la 6e armée blindée avec les divisions SS, dont le Kampfgruppe Piper. Au centre, la 5e armée blindée avec des unités plus conventionnelles de la Heer. Et au sud, la 7e armée, chargée de couvrir le flanc gauche et d'empêcher les contre-attaques. Le centre de gravité se trouvait au nord. Les unités les plus mobiles et les mieux équipées s'y rendirent, et c'est là que Piper dut ouvrir la route. Pendant ce temps, de l'autre côté du front, les Américains occupèrent le secteur avec des divisions épuisées et nouvelles. La 106e division d'infanterie, nouvellement arrivée, occupa le saillant de Sainte-Witte. Plus au nord, la 99e division avait déployé ses hommes le long de villes comme Eufen, Krinkelt, Elsenborn et Bullange. Nombre de ces soldats n'avaient jamais été sous le feu réel. Le terrain favorisait secrètement l'Allemagne. Les Ardennes étaient considérées comme une zone tranquille. Le haut commandement allié ne s'attendait pas à des combats en décembre. C'était l'hiver. Les routes étaient dangereuses. Les forêts étaient enneigées. Les rivières étaient à moitié gelées. Personne n'imaginait qu'une offensive de grande envergure allait être lancée dans ce secteur. Hitler ordonna que l'attaque soit lancée le 16 décembre, juste avant Noël, alors que les conditions météorologiques étaient à leur comble et que la vigilance alliée était au plus bas. Les prévisions météorologiques annonçaient un ciel couvert pendant plusieurs jours, empêchant les Alliés d'exploiter leur supériorité aérienne. Pour les forces allemandes, cet événement était vital. Au sein du commandement allemand, des doutes subsistaient. De nombreux généraux estimaient le plan trop ambitieux. Certains proposaient une attaque à plus petite échelle. D'autres avertissaient qu'il n'y aurait pas assez de carburant pour soutenir l'avancée. Mais Hitler n'écouta pas. Il voulait une victoire éclatante, rapide et décisive, et il la voulait maintenant. Les cartes étaient prêtes. Les itinéraires étaient assignés, les unités étaient formées. Chaque Kampfgruppe avait sa mission. Les radios étaient calibrées, les canons étaient pointés. Les premiers véhicules étaient en position depuis la nuit du 15 décembre. Piper, à son poste de commandement avancé, vérifia une dernière fois les itinéraires. Il savait que le terrain était difficile, qu'il y aurait des goulets d'étranglement, qu'il dépendait de la récupération de carburant en cours de route. Mais il savait aussi que si quelqu'un pouvait percer, ce serait lui. À 5h30 du matin, le 16 décembre 1944, le bombardement commença. Plus de 1000 canons allemands ouvrirent le feu simultanément sur les positions américaines sur le front des Ardennes. Les lignes téléphoniques furent coupées, les tranchées étaient couvertes de fumée. Les premiers pelotons alliés, surpris, réagirent du mieux qu'ils purent, mais l'offensive était déjà lancée. Le Kampfgruppe Piper se mit bientôt en mouvement. Ces chars avançaient sur des routes étroites, glissantes et verglacées. Les colonnes étaient longues, lentes et vulnérables. Mais il était en première ligne, déterminé à percer le front d'un coup direct. Il ignorait ce qui l'attendait, mais son ordre était simple, avancer, sans s'arrêter, sans poser de questions.
Ainsi commença la marche d'une unité qui, en une semaine seulement, allait devenir l'un des symboles les plus sombres de la guerre à l'Ouest. L'histoire de leur avancée est aussi celle de la dernière tentative d'Hitler pour changer le cours d'une guerre déjà perdue. Premier coup. Le Kampfgruppe Peiper traverse le front. Il faisait encore nuit lorsque la forêt des Ardennes commença à trembler. À 5h30 du matin, le 16 décembre 1944, plus d'1 millier de canons allemands ouvrirent le feu simultanément sur le front américain. En quelques secondes, le calme glacial se transforma en une tempête de bruit, d'explosions et de confusion. Au nord du front, près de Losheim, le Kampfgruppe Peiper attendait le signal de départ. L'objectif de Jochen Peiper était clair, avancer au plus vite vers l'ouest, écraser les unités alliées rencontrées en chemin et s'emparer des ponts sur la Meuse. Son itinéraire était direct, mais le terrain et la surprise seraient ses meilleures armes. Peiper n'était pas seul. Il faisait partie de la 6e armée Panzer, mais son unité était le fer de lance de l'axe central. Son Kampfgruppe était composé d'éléments du 1er régiment Panzer, de véhicules semi-chenillés du 2e régiment Panzer Grenadier, de sapeurs du bataillon du génie SS, d'artillerie mobile et d'un groupe de reconnaissance avancée. Au total, quelques 4000 hommes et plus de 120 véhicules blindés. L'ordre était d'avancer sans relâche, écraser la faible résistance, ignorer les flancs, s'emparer des positions clés et avancer. Ce même ordre avait été répété à chaque poste de commandement. La rapidité était la seule garantie de réussite de l'offensive. Le premier contact sérieux eut lieu à Lanzerat, une petite ville à la frontière belge. Là, une escouade de reconnaissance américaine du 394e régiment d'infanterie tenait une position défensive. Elle ne comptait que 18 soldats, armés de fusils et de mitrailleuses légères. Mais elle résista plus de 8 heures. Depuis leur position dans une forêt, elle parvint à retarder tout le bataillon de reconnaissance de Peiper, causant des pertes et désorganisant la colonne. Ce retard fut coûteux. Bien que négligeable en termes de pertes, il imposa une réorganisation de l'avance. Le calendrier initial prévoyait une arrivée à Honsfeld à midi, mais il tentait encore de percer la résistance sur une route enneigée. Frustré, Peiper ordonna une déviation et laissa derrière eux un groupe d'arrière-garde. À mesure qu'ils avançaient, les Allemands découvrirent que de nombreux villages étaient à peine occupés. Les troupes américaines avaient reçu des ordres contradictoires. Dans certains secteurs, elles se retirèrent sans combattre. Dans d'autres, elles organisèrent des défenses improvisées. Tout était mal coordonné. L'objectif suivant était Honsfeld, une ville dotée de dépôts de carburant et d'une petite garnison du 99e bataillon d'artillerie de campagne. Les Allemands y trouvèrent des véhicules, des armes, des munitions et des soldats sans méfiance. Les premiers blindés allemands déferlèrent sans prévenir. Certains Américains furent surpris en train de dormir. D'autres tentèrent de fuir à pied dans les rues verglacées. Il n'y eut aucun combat organisé. Ce fut une incursion rapide, chaotique et sanglante. À Honsfeld, les soldats de Peiper s'emparèrent de plus de 50 000 litres de carburant, ainsi que de jeeps, de camions et de canons anti-chars. Mais ils procédèrent aussi à des exécutions. Plusieurs soldats alliés blessés furent tués sur leur civière. D'autres furent abattus après s'être rendus. Personne ne donna d'ordre clair, mais il n'y eut pas non plus de sanctions. Les prisonniers étaient considérés comme une responsabilité, et Peiper ne voulait pas de responsabilité. Après avoir pris la ville, le Kampfgruppe poursuivit sa route vers l'ouest. Il atteignit Bulange, où se trouvaient d'autres dépôts d'essence, ainsi que les positions du 18e bataillon d'infanterie de la 2e division. Alertés par le bruit de l'avancée, les soldats américains tentèrent de préparer une défense. Mais les chars allemands arrivèrent les premiers. Ils tirèrent sur les dépôts, les camions et les positions défensives. Les Américains ne purent que se disperser. À Bulange, le scénario se répéta. Capture de carburant, exécution de prisonniers, vol de véhicules. Peiper avança, semant le chaos, mais s'emparant aussi de ce qu'il pouvait. Le plan ne prévoyait pas de réapprovisionnement. Chaque litre d'essence comptait, chaque heure gagnée pouvait faire la différence entre le succès et l'encerclement. Après Bulange, la colonne se réorganisa. Peiper divisa ses forces en 3 parties. Une tête de pont avec des charpenteurs, une section intermédiaire avec de l'infanterie motorisée et une queue avec de l'artillerie et des sapeurs. Ils empruntèrent une route étroite entourée de bois.
Le terrain était un obstacle en soi, mais la colonne ne s'arrêta pas. Pendant ce temps, les commandants américains cherchaient à comprendre ce qui se passait. Des rapports arrivaient par radio, mais ils étaient contradictoires. Les unités signalaient des attaques en divers points. Certaines parlèrent de chars allemands traversant des villes considérées comme sûres quelques heures plus tôt. D'autres rapportaient que leurs lignes téléphoniques étaient coupées. Elles ignoraient s'il s'agissait d'une offensive générale ou d'un raid. À Washington et à Londres, la nouvelle mit plus de temps à arriver. Eisenhower fut informé en fin d'après-midi. À ce moment-là, il avait déjà perdu le contact avec plusieurs unités au front. Il ordonna le calme et l'envoi de renforts sur les flancs, mais il ne disposait d'aucune information précise. Personne ne comprenait encore qu'il ne s'agissait pas d'une attaque locale. C'était le début d'une bataille qui allait durer des semaines. En milieu d'après-midi, Peiper prit une décision risquée, avancer directement vers Ligneville, traversant un terrain à peine exploré, avec des rapports incertains de mines et d'embuscades. La route la plus sûre était vers le nord, mais elle était aussi plus lente. Il choisit la voie rapide. Passage de Boniez, une colonne du 285e bataillon d'observation d'artillerie fut interceptée par des blindés allemands. Les soldats américains, surpris, furent encerclés. Ils se rendirent sans tirer un coup de feu. Environ 130 prisonniers furent emmenés dans un champ au bord de la route. Quelques minutes plus tard, les troupes de Peiper ouvrirent le feu. Elles les tuèrent tous, sans procès, sans raison opérationnelle. Certains tentèrent de fuir, d'autres feignirent la mort. Seuls quelques-uns parvinrent à s'échapper. Cet acte, connu sous le nom de massacre de Malmedy, devint l'un des épisodes les plus tristement célèbres de la guerre. Mais à ce moment-là, Peiper avait déjà repris sa route. À Ligneville, le scénario se répéta. Les chars roulèrent sous les tirs. Les défenses étaient réduites au minimum. Des maisons brûlèrent. Des camions furent renversés ou détruits. Le pont fut sécurisé. La colonne s'arrêta à peine pour se réorganiser et se ravitailler. La vitesse resta la priorité. La journée s'acheva avec le Kampfgruppe aux portes de Stavelot, à plus de 30 km à l'intérieur du front allié. Ils avaient écrasé une faible résistance, pris des villages clés et capturé des centaines de véhicules. Mais non sans conséquences. Des retards furent enregistrés. Le terrain était pire que prévu. Le carburant commençait à manquer à nouveau. Pire encore, les Alliés savaient déjà que quelque chose d'important se préparait. Malgré l'avancée, Peiper était frustré. Le retard initial à Lanzerat, la désorganisation des colonnes, les embouteillages sur les routes enneigées, tout avait perturbé le calendrier. L'effet de surprise s'estompait d'heure en heure. Et à l'horizon, la résistance alliée commençait à s'organiser. La suite allait être encore plus difficile. Mais cette nuit-là, après leur premier jour d'offensive, Jochen Peiper et ses hommes savaient qu'ils avaient franchi une ligne. Ce n'était plus une opération militaire. C'était une marche brutale, sans règles, sans retenue et sans retour. De Malmedy à Stavelot, avance brutale du Kampfgruppe Peiper, 17 décembre 1944. Le Kampfgruppe Peiper était en mouvement depuis un peu plus de 24 heures et avait déjà traversé plus de 30 km de territoire allié. Malgré les retards, les barrages routiers et le manque de carburant, leur progression avait été brutale. Les ordres restaient clairs. Atteindre la Meuse, écraser toute résistance en chemin, s'emparer des ponts intacts et ne jamais s'arrêter. Mais ce jour-là, tout allait changer. Non pas à cause de la tactique, ni à cause de la vitesse, mais à cause de ce qui se produisit dans un champ au bord de la route. Au matin, après avoir réorganisé la colonne suite à la prise de Bulange, Peiper décide de se diriger vers Ligneville, une petite ville sur la route de Stavelot. Pour y parvenir, il doit passer par le carrefour de Boniez, un carrefour fréquent entre routes secondaires, à mi-chemin entre Malmedy et Ligneville. Ce qui semblait n'être qu'un carrefour de plus devient un tournant. Au même moment, une colonne du 285e bataillon d'observation d'artillerie de campagne américain, composée de plus de 30 véhicules légers, emprunte le même itinéraire. Il s'agit de soldats sans réelle expérience du combat, chargés d'opérations de reconnaissance et de logistique. Ils voyagent avec leurs armes personnelles, mais sans blindage lourd. Ils ignorent que l'ennemi est déjà si profondément encerclé. L'avant-garde du Kampfgruppe Peiper, menée par des véhicules blindés légers et des troupes motorisées, intercepte la colonne. Il n'y a pas de combat. Les Américains se rendent immédiatement. Ils sont escortés jusqu'à un champ à quelques mètres de la route, près d'une rangée d'arbres. Plus de 120 soldats étaient disposés en formation.
Désarmés, ils se tenaient immobiles, attendant d'être faits prisonniers. Ce qui se passa ensuite n'a aucune explication tactique. Soudain, sans avertissement, la fusillade éclata. Des soldats de la Waffen-SS ouvrirent le feu avec des mitrailleuses MG-42. La ligne de prisonniers tomba en quelques secondes. Ceux qui ne furent pas tués tentèrent immédiatement de fuir. Plusieurs furent abattus sur la route, d'autres se cachèrent dans les arbres. Certains feignirent la mort. Au final, plus de 80 Américains furent tués. Seule une quarantaine parvint à s'échapper, la plupart blessés, gelés et traumatisés. Le site n'était pas un camp ordinaire. Il était exposé, visible de plusieurs points de vue. Cette décision, tuer les prisonniers dans un espace ouvert, en plein jour, rendait l'incident impossible à dissimuler. Quelques heures plus tard, les troupes américaines patrouillant dans la zone retrouvèrent les corps. Certains étaient encore vivants. L'un d'eux, la jambe brisée, rampa pendant des heures avant de retrouver ses camarades. Il fut l'un des premiers à raconter ce qui s'était passé. La nouvelle du massacre de Malmedy se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, les divisions américaines comprirent qu'un événement brutal s'était produit. Le commandement allié reçut des rapports, mais tarda à réagir. Il ignorait s'il s'agissait d'une exécution de masse ou d'une fusillade mal interprétée. Il n'y avait ni photos ni vidéos, seulement des corps et des témoignages fragmentaires. Mais pour les soldats patrouillant dans les Ardennes, le message était clair. Les hommes de Peiper ne faisaient aucun prisonnier. Pendant ce temps, Peiper poursuivait son avancée. Il était parti, Bonnier, et se dirigèrent vers Ligneville. Dans ce village, ils surprirent une unité de soutien américaine. Les soldats américains cuisinaient, certains se reposaient. Il n'y eut aucune résistance. La colonne allemande entra en tirant. Des camions furent détruits, des positions furent prises et, de nouveau, il y eut des exécutions. Plusieurs soldats américains furent tués après s'être rendus. Dans une maison, 3 hommes cachés dans la cave furent brûlés vifs. Peiper ne s'arrêta pas. L'après-midi même, il avança vers Stavelot, point clé de sa route. La ville possédait un pont sur l'Amblève. S'il parvenait à le traverser intact, il pourrait continuer vers l'ouest. Mais pour la première fois depuis le début de l'offensive, il rencontra une résistance organisée. Des troupes du 291e bataillon du génie de combat américain défendèrent l'approche. Elles avaient partiellement fait sauter le pont et placé des explosifs sur les routes avoisinantes. Bien que n'étant pas des unités d'infanterie, elles engagèrent le combat dès le premier instant. Elles utilisèrent des canons anti-chars, des mines improvisées et tirèrent depuis les fenêtres. Elles réussirent à retarder l'entrée allemande pendant plusieurs heures. Peiper ordonna une attaque venant de plusieurs directions. Des chars SS tentèrent de traverser le pont endommagé. L'un d'eux tomba dans un fossé. Un autre explosa après avoir franchi une mine. L'infanterie tenta d'encercler le village par le nord, mais fut repoussée par des tirs de mortier. Les combats s'intensifièrent. Pour la première fois, Peiper dut freiner son élan. Pendant ce temps, ses troupes se divisèrent. Certains pelotons empruntèrent des itinéraires alternatifs vers des villes voisines comme Trois-Ponts et Parfondruy. Des affrontements firent rage dans ces zones. À Trois-Ponts, les Américains avaient déjà détruit le pont principal sur la Salme, bloquant le passage des chars. Le plan allemand de poursuivre son avancée rapide commençait à s'effondrer. De retour à Stavelot, les combats s'intensifièrent. Des maisons furent détruites, des tirs croisés firent rage, des civils furent pris au piège entre les lignes. Les soldats allemands utilisèrent des lance-flammes contre des bâtiments soupçonnés d'abriter des tireurs embusqués. Ils incendièrent même une maison avec une famille entière à l'intérieur. L'avancée devint plus lente, plus sale, plus désespérée. Peiper savait que le temps pressait. Les routes vers la Meuse étaient bloquées. Le carburant manquait. Dans de nombreux cas, ils durent abandonner des véhicules endommagés, faute de moyens de les remorquer ou de les réparer. Certains chars ne servaient que de canons fixes. La colonne commençait à se fragmenter. De plus, la nouvelle du massacre de Malmedy ne s'était pas seulement répandue parmi les troupes américaines. Elle avait également atteint la presse. Des correspondants de guerre envoyèrent des rapports et bientôt, les commandants alliés commencèrent à subir des pressions pour réagir. La réaction fut directe. Dès lors, de nombreuses unités alliées cessèrent de capturer des SS. Le message était clair. Si les Allemands ne respectaient pas les règles, ils ne le feraient pas non plus. Les jours suivants, ce cycle de brutalité se poursuivit.
Dans des régions comme la Glaise et Stoumont, des soldats capturés par les deux camps furent exécutés. La guerre dans les Ardennes devint plus brutale. L'hiver, le brouillard, le sol gelé et les massacres firent de cette offensive l'une des plus sanglantes du front occidental. Pepper parvint finalement à entrer dans Stavelot, mais le village était déjà à moitié détruit. Les véhicules ne pouvaient plus avancer. La colonne s'arrêta net. Le carburant commençait à manquer. L'artillerie alliée bombardait les routes. Des unités du 30e corps d'armée américain approchaient par le nord. L'encerclement commença. Les jours suivants, alors que l'offensive allemande se poursuivait dans d'autres zones, Pepper ne pouvait plus avancer. Il était coincé entre des villages détruits, des rivières bloquées et des routes jonchées de cratères et de cadavres. Le combat allait passer de l'offensive à la défensive, mais l'image de Pepper et de son Kampfgruppe était déjà scellée. Ils n'étaient pas seulement une unité de combat. Ils étaient directement responsables de l'un des pires massacres de prisonniers de guerre de tout le front occidental, et ce fardeau les poursuivrait jusqu'à la fin. Stoumont et la Glaise, le piège se referme. 19 décembre 1944. Après 3 jours d'avancée ininterrompue, le Kampfgruppe Pepper était épuisé. Les chars étaient bloqués depuis des heures sur des routes verglacées. Le carburant commençait à manquer. Le brouillard enveloppait encore les Ardennes. Et pour la première fois depuis le franchissement de la ligne, l'ennemi ne fuyait pas. Il s'organisait, creusait des tranchées et ripostait en force. Le prochain objectif était Stoumont, un petit village perché relié à la Glaise par une route principale. Cette route était la dernière voie viable vers l'ouest. Si Pepper échouait à prendre Stoumont, il serait pris au piège. Mais s'il le traversait, il pourrait encore atteindre la Meuse. Cette perspective le motivait. Pepper commandait environ 800 soldats, la plupart épuisés. Sa colonne était divisée en plusieurs sections. Certains chars étaient à court de carburant. D'autres avaient été détruits par des mines ou des tirs d'artillerie. De nombreux véhicules étaient bloqués sur les routes étroites entre Stavelot et Trois-Ponts. Malgré tout, ils avançaient. À 5 heures du matin, la pointe du Kampfgruppe atteignit les abords de Stoumont. La ville était défendue par des éléments du 119e régiment d'infanterie américain, rattaché à la 30e division d'infanterie, ainsi que par un peloton de chars Sherman du 740e bataillon blindé. Les Américains savaient qu'une attaque majeure se préparait. Ils avaient reçu des rapports de prisonniers, des signaux radio interceptés et des rumeurs circulant parmi les unités voisines. Les soldats américains creusèrent des positions défensives aux abords du village, posèrent des mines anti-chars aux entrées et installèrent des postes de snipers dans les maisons. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir indéfiniment, mais ils avaient un avantage. Les Allemands ignoraient l'état de la défense du village. Le premier assaut allemand débuta à l'aube. Pepper envoya 6 chars Panther, suivis d'infanterie motorisée. La colonne entra par la route principale, tirant des deux côtés. Les maisons commencèrent à brûler. Les soldats alliés ripostèrent par des tirs anti-chars depuis les fenêtres, les caves et les tranchées. Chaque rue devint un champ de bataille, chaque maison un bunker de fortune. Sur la colline, derrière le village, se dressait le sanatorium Saint-Édouard, un grand bâtiment en pierre avec vue directe sur la vallée. Là, outre les troupes américaines, se trouvaient plus de 200 civils belges, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants. Lorsque les combats éclatèrent, ils cherchèrent refuge dans les caves. L'artillerie alliée s'abattit sur le village sans interruption. Les tirs ne firent aucune distinction entre combattants et non-combattants. Les Allemands réussirent à s'emparer du sanatorium dès le premier jour. De là, ils contrôlaient visuellement l'entrée est du village. Pepper l'utilisa comme centre de commandement. Il gara plusieurs véhicules blindés dans le jardin et plaça des mitrailleuses lourdes aux fenêtres. Mais cet avantage ne dura pas. Les Américains, voyant les Allemands se retrancher, commencèrent à se réorganiser. Le commandement du secteur fut confié à la 82e division aéroportée, composée de vétérans de Normandie. Ils étaient accompagnés de renforts du 112e régiment d'infanterie, de pièces d'artillerie automotrices et de sapeurs. Le plan consistait à encercler la Glaise et Stoumont, à couper toutes les issues et à anéantir complètement le Kampfgruppe Pepper. Pendant ce temps, à la Glaise, située à 5 km de Stoumont, les unités allemandes commencèrent à se fortifier. Elles savaient qu'en cas d'échec, elles devraient se replier. Elles bloquèrent les rues,
préparèrent des points de tir, posèrent des mines et utilisèrent même des véhicules détruits comme barricades. Les civils furent contraints de s'abriter dans des caves ou d'évacuer à pied. Le 20 décembre, les combats s'intensifièrent. Les chars américains contre-attaquèrent par l'est. Ils entrèrent dans Stoumont par plusieurs directions. Ils réussirent à reprendre une partie du village, mais furent repoussés par des tirs croisés. Des combats au corps à corps dans les rues, des attaques au lance-flammes et des explosions à chaque coin de rue. Les Allemands gardèrent le contrôle des hauteurs, les Américains, l'artillerie. Le même jour, les sapeurs alliés détruisirent les ponts de Stavelot et de 3 ponts, coupant complètement la retraite de Peiper. L'encerclement était fermé. Les tentatives allemandes d'envoyer des renforts depuis l'Est échouèrent. Le reste du premier corps Panzer SS se retrouva pris au piège dans d'énormes embouteillages sur les routes des Ardennes, bombardées par les airs. Il ne pouvait avancer. Personne ne viendrait au secours de Peiper. Au front, chaque heure comptait. Le 21 décembre, une compagnie de parachutistes du 504e régiment d'infanterie traversa l'Amblève et attaqua par le nord. Ils capturèrent plusieurs maisons aux abords de Stoumont et repoussèrent la ligne allemande vers le centre du village. Les combats furent acharnés. Dans une église, ils piégèrent une douzaine de soldats allemands qui refusaient de se rendre. Ils les brûlèrent vifs au lance-flammes. Les Américains commencèrent à utiliser des haut-parleurs diffusant des enregistrements de redditions en allemand. Les Allemands répondirent par des tirs de mortier. Ce fut un combat acharné. De nombreux soldats dormaient 2 heures par jour, mangeaient de la neige et combattaient avec des munitions récupérées sur les morts. Les tireurs d'élite allemands, cachés dans les greniers et les tours, faisaient des victimes toutes les heures. Pendant ce temps, à la Glaise, les civils luttaient pour survivre sous les bombardements. Il n'y avait pas d'électricité. L'eau était rare. Les maisons s'effondraient sous les tirs d'artillerie. Les soldats SS utilisaient les caves pour cacher leurs blessés. Certains officiers dormaient sur des matelas humides entre des poutres éclatées. La situation était critique, et Peiper le savait. Ce jour-là, il envoya un message codé au quartier général de la 6e armée Panzer. Carburant épuisé, artillerie détruite, blessés sans évacuation, demande d'évacuation, permission de se retirer. Il n'y eut aucune réponse. Le haut commandement avait encore l'illusion que l'offensive était viable. Peiper fut abandonné à son sort. Le 22 décembre, le village de Stoumont n'était plus que ruine. Les rares chars allemands opérationnels tiraient depuis des positions fixes. L'infanterie, retranchée dans des maisons en ruine, résistait à chaque attaque. Mais l'usure était flagrante. Il n'y avait plus de vivres, plus de munitions de réserve, plus aucune issue de secours. Les Américains renforcèrent leur position avec davantage de chars, de canons automoteurs et d'unités fraîches. Dans certains secteurs, les combats se résumaient à des armes blanches. Les morts s'accumulaient dans les caves et les cours. L'odeur nauséabonde emplissait les rues. Ce n'était plus une bataille territoriale, mais un combat pour éviter l'anéantissement. Le même jour, Peiper décida d'évacuer Stoumont et de se concentrer sur la Glaise. Il ordonna un repli par petits groupes, protégés par le feu des derniers blindés opérationnels. Les maisons furent dynamitées par des charges internes pour éviter qu'elles ne tombent aux mains de l'ennemi. Le sanatorium fut abandonné. Les civils furent à nouveau pris entre 2 feux. À la Glaise, la situation n'était guère meilleure. La majeure partie de l'artillerie avait été neutralisée. Le carburant était rationné à 1 bidon par véhicule. Les chars ne servaient qu'à couvrir des secteurs fixes. Le moral était bas. Certains soldats parlèrent de se rendre, d'autres se préparaient à mourir. Cette nuit-là, Peiper rassembla ses officiers dans une cave. Il leur dit qu'ils continueraient à se battre jusqu'à nouvel ordre, qu'ils tiendraient bon avec ce qu'ils avaient, que s'ils tombaient, ils se battraient. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais personne ne le contredit. Pas encore. Contre-attaques et attritions, les défenses alliées sont renforcées. Ce même 22 décembre, tard dans la nuit à la Glaise, Jochen Peiper alluma une bougie sur la carte couverte de marquages. Il n'avait ni électricité, ni radio en état de marche. Seulement des bougies, des papiers sales et un groupe d'officiers au visage crevassé par le froid. Dehors, la ville était en ruine. Et tout autour, chaque route, chaque pont, chaque colline était contrôlée par l'ennemi. Le Kampfgruppe Peiper était complètement isolé. Ce jour-là, le dernier contact avec le quartier général de la 6e armée Panzer confirma ce qu'il savait déjà. Il n'y aurait pas de renfort.
Le reste du corps d'armée était bloqué dans des goulets d'étranglement à l'est, bloqué par l'effondrement logistique, par l'artillerie alliée et par le sol qui s'effondrait sous la neige. Aucune unité allemande ne pouvait ouvrir un couloir pour secourir Peiper. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Aux abords de la Gleise, les Allemands avaient fortifié des maisons, érigé des barricades, transformé des half-tracks détruits en parapets et déployé des tireurs d'élite sur les toits. Ils s'étaient adaptés à l'encerclement, mais il ne s'agissait plus de résister à une attaque. Il s'agissait de survivre à un siège sans ravitaillement, sans issue de secours, et face à un ennemi déterminé à les détruire. Les troupes américaines intensifièrent leur offensive. Venu du nord, le 504e régiment d'infanterie parachutiste de la 82e division aéroportée avançait avec précision. Ils connaissaient chaque colline, chaque sentier. Ils utilisaient l'artillerie de soutien avec une telle efficacité qu'ils martelaient la défense. Ils pilonnaient pendant des heures, puis envoyaient une compagnie prendre les ruines, puis se retiraient. Ils voulaient épuiser, pas seulement tuer. À l'ouest, le 119e régiment d'infanterie progressait depuis Stoumont. Les parachutistes qui avaient pris les abords du village descendaient maintenant dans la vallée, traversant des ponts de fortune et progressant dans la neige pour atteindre la lisière de la Gleise. Les maisons qui avaient servi de défense contre les Allemands s'effondraient à chaque explosion. La température baissait chaque nuit. La visibilité était quasi nulle. Du côté allemand, le carburant était déjà épuisé pour la plupart des véhicules. Seuls quelques panthères pouvaient se déplacer et ils le faisaient avec des rations minimales, volées dans des camions abandonnés ou des bidons pillés dans les villages. Le reste servait de défense statique. À de nombreuses reprises, des chars étaient enfouis dans la boue et utilisés comme nids de mitrailleuses. Le canon principal, avec un peu de chance, tirait 1 ou 2 fois par jour. Dans les sous-sols du village, les soldats blessés s'accumulaient. Le personnel médical improvisait avec les moyens du bord. Bandages arrachés aux couvertures, scalpels rouillés, perfusion de morphine congelée. Certains soldats moururent de gangrène, d'autres s'effondrèrent tout simplement par manque de chaleur. Il n'y avait aucun moyen d'évacuer qui que ce soit, nulle part où les emmener. Malgré cela, Peiper maintenait la structure de commandement. Chaque compagnie avait des ordres clairs. Chaque passage était défendu. Chaque ruine était occupée par une escouade. La discipline était stricte. Les exécutions pour désertion étaient immédiates. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Le 23 décembre, les Américains lancèrent une offensive coordonnée. Depuis le sud, des unités du 291e bataillon de combat du génie avancèrent sur les routes d'évacuation de la vallée. Elles utilisèrent des explosifs pour abattre des arbres, faire sauter des ponts secondaires et bloquer les dernières voies d'évacuation. Depuis l'est, l'artillerie lourde pilonna sans relâche la ligne centrale allemande. Le même jour, les Allemands tentèrent de réanimer un de leurs Tigre II. Ils le remorquèrent à l'aide de 2 semi-chenillés et consommèrent les derniers litres d'essence disponibles. Le char parvint à parcourir 500 mètres avant de s'enliser dans un fossé gelé. Il resta là, immobilisé, transformé en bunker de fortune. Aujourd'hui, ce même véhicule est encore présent à la Gleise comme mémorial. La bataille atteignit l'un de ses points les plus violents, au nord de la ville. Un groupe de soldats américains parvint à pénétrer par l'arrière d'une ferme et tendit une embuscade à un peloton allemand. Les combats furent menés à coups de grenades et de couteaux. À la fin, 16 corps furent entassés dans un corral. Personne ne fut fait prisonnier. L'épuisement touchait tout le monde. La nourriture se faisait rare. Les soldats allemands cuisinaient des pommes de terre congelées dans des bidons d'essence vides. Certains faisaient fondre de la neige avec des explosifs pour boire de l'eau. Les canons s'enrayaient à cause de la glace. Les pieds se gangrénaient. Les cris des blessés résonnaient sans cesse dans les tunnels. Peiper envoya une nouvelle demande de retraite. Le message fut intercepté par les Alliés qui utilisèrent la fréquence pour envoyer une fausse réponse. Permission accordée, retrait vers le nord. Lorsqu'un groupe de 40 soldats tenta de le faire, ils tombèrent dans une embuscade. Seuls 3 survécurent. Dès lors, les communications devinrent inutiles. Au quartier général américain, des rapports faisaient état d'une unité allemande piégée, résistant farouchement mais au bord de l'effondrement. Les généraux de la première armée américaine hésitèrent entre lancer un assaut général ou maintenir l'encerclement. Ils décidèrent de poursuivre la méthode lente, pression constante, bombardement soutenu, attaque ciblée.
Le 24 décembre, veille de Noël, les combats continuaient. Il n'y avait aucun répit, aucun chant, seulement le feu, les explosions et la mort. À la Gleise, les survivants du Kampfgruppe Peiper ne se battaient plus pour avancer, mais pour survivre quelques heures de plus. Cette nuit-là, sous la neige et le silence des ruines, Jochen Peiper rassembla ses officiers dans une cuisine détruite. Il leur expliqua la situation. Pas de renfort, pas de carburant, pas de nourriture. Les positions étaient intenables. La seule option était d'abandonner le village à pied, par petits groupes, sans équipement lourd, sans éclairage, sans protection. C'était une retraite à travers la forêt, entre les lignes ennemies, avec des blessés par des températures négatives. La décision était prise. Ce matin-là, l'opération la plus risquée depuis le passage de la ligne 3 jours plus tôt allait commencer. Une fuite dans la neige, sans carte, sans soutien et sans espoir d'aide. Mais ce serait le prochain chapitre. La retraite à pied, la fin du Kampfgruppe Peiper. Nuit du 24 décembre 1944. Alors que beaucoup en Europe cherchaient un moyen de célébrer le réveillon de Noël au milieu des ruines et des rations en conserve, dans le village belge de la Gleise, Jochen Peiper préparait l'inverse. Son unité, le Kampfgruppe Peiper, était encerclée. Elle ne pouvait plus avancer ni reculer. Le carburant était épuisé, l'artillerie était hors d'usage, les positions étaient indéfendables. La seule option restante était la fuite, à pied, de nuit, à travers les bois. Quelques heures plus tôt, Peiper avait rassemblé ses officiers. Il leur avait donné des instructions claires, détruire tous les véhicules et pièces lourdes intransportables, diviser l'unité en petits groupes et avancer silencieusement vers l'est, en traversant les lignes américaines sans se faire repérer. Ils n'emporteraient pas de radio. Il n'y aurait aucun soutien. C'était une opération suicidaire, mais c'était ça ou se rendre. Et la reddition n'était pas envisageable pour les officiers de la Waffen-SS. Ce matin-là, à la nuit tombée, la retraite commença. Environ 800 hommes quittèrent la Gleise en file indienne, avançant le long de routes secondaires, de sentiers enneigés et de forêts gelées. Ils portaient des sacs à dos légers, des armes individuelles et presque rien à manger. Beaucoup n'avaient pas de bottes adéquates. Certains marchèrent les pieds enveloppés dans des couvertures ou des bandages sales. La priorité était la discrétion. Aucune voix n'était autorisée. Aucune lampe de poche allumée. Ils avançaient au rythme des plus lents. Si quelqu'un tombait, il était abandonné. Les blessés, incapables de marcher, étaient abandonnés dans les sous-sols des maisons, à côté de pancartes manuscrites appelant à l'aide en plusieurs langues. Ils savaient que si les Américains ne les tuaient pas, le froid le ferait. Pendant ce temps, à la Gleise, les derniers soldats exécutèrent les ordres. Placer des charges de démolition sur les chars, incendier les semi-chenillés, détruire les cartes, brûler les rapports. Certains le faisaient, les larmes aux yeux. D'autres, en silence. Ce qui avait été une unité blindée d'élite n'était plus qu'une colonne fantôme marchant dans la neige. Au total, plus de 50 véhicules blindés furent abandonnés, dont des King Tiger, des Panther, des Panzer IV, des canons automoteurs, des semi-chenillés et des camions. Plusieurs furent tout simplement abandonnés au milieu de la route, chenilles ou moteurs cassés, inutilisables. Le lendemain, les Américains en trouveraient beaucoup en état de réparation. La retraite fut infernale. Le terrain était accidenté avec des pentes, des ravins et des routes verglacées. Les soldats avançaient par des températures négatives, sans sommeil, sans nourriture, sans repos. Certains s'évanouissaient d'épuisement. D'autres souffraient d'hallucinations dues au froid et à la faim. Chaque pas était une lutte. À plusieurs reprises, les groupes allemands rencontrèrent des patrouilles américaines. Parfois, il y eut de brefs échanges de tirs. Parfois, ils réussirent à éviter le contact en faisant un détour par les bois. L'obscurité et le mauvais temps jouèrent en leur faveur. Mais ils causèrent aussi une certaine désorientation. Certains pelotons se perdirent et finirent par tourner en rond pendant des heures. L'objectif était d'atteindre les lignes allemandes près de Vannes et Stavelot, où des unités de la 6e armée Panzer étaient encore présentes. Mais la zone était sous un feu constant. Les routes étaient bloquées, les ponts détruits. Il n'y avait aucun panneau, aucun point de repère clair. Ceux qui connaissaient le terrain se dirigèrent vers le front. Les autres restèrent silencieux. L'un des points les plus difficiles fut la traversée de la rivière Salm. L'eau était partiellement gelée, mais impraticable.
Il fallut trouver des passages naturels, des ponts de fortune et des zones de pataugeoires. Certains soldats traversèrent l'eau jusqu'à la poitrine. D'autres se noyèrent. Un peloton entier tomba dans une embuscade près de la rivière et fut anéanti. La plupart des groupes qui réussirent à traverser la rivière le firent aux premières heures du 25 décembre. À ce moment-là, ils marchaient depuis plus de 10 heures. Plusieurs soldats ne sentaient plus leurs pieds. D'autres avaient perdu des pièces d'équipement. La boue et la neige avaient recouvert leurs uniformes. Certains marchaient sans casque, d'autres sans gants. C'était une retraite fantomatique. Pendant ce temps, à la Glaise, les troupes américaines entrèrent enfin dans la ville. Elles la trouvèrent en ruine. Les rues étaient jonchées de ferrailles, de véhicules en feu et de corps gelés. Dans les caves, ils découvrirent les blessés abandonnés. Certains moururent peu après. D'autres survécurent grâce à l'intervention médicale alliée. L'issue était claire. Le Kampfgruppe Peiper, qui avait lancé l'offensive avec plus de 4000 hommes et 130 véhicules, termina la campagne sous la forme d'une colonne de soldats désarmés fuyant à travers les arbres, avec moins de 1000 hommes aptes au combat. Les autres avaient été tués, capturés ou portés disparus. Le même jour, Peiper traversa les lignes allemandes. Il était à la tête de sa colonne. Il était couvert de boue, la barbe longue comme une touffe, le visage hagard. Il ne portait plus l'uniforme impeccable qu'il portait au début de l'opération. Il portait un pistolet, des jumelles et presque rien d'autre. Il fut accueilli par des officiers du 1er Panzerkorps SS qui le retirèrent immédiatement du front. Il n'avait plus d'unité à commander. Les survivants du Kampfgruppe furent regroupés, envoyés à l'arrière et intégrés à d'autres divisions. Certains soldats ne retournèrent jamais au front, d'autres furent redéployés des semaines plus tard. Mais le mythe était déjà scellé. Ce qui avait commencé comme le groupe le plus redouté de l'attaque allemande se termina par une histoire d'usure, de défaite et de fuite. Au cours des semaines suivantes, les Alliés interrogèrent des centaines de prisonniers capturés dans la région. Ils recueillèrent témoignages, documents, cartes et journaux personnels. Nombre d'entre eux parlèrent de la retraite, de la manière dont Peiper avait tenté de maintenir l'ordre, de la façon dont certains officiers refusèrent d'abandonner leurs chars, de la façon dont d'autres profitèrent de la situation. Le chaos s'est dissipé. Ils ont également trouvé des traces d'exécution lors de l'évasion. Dans une ferme, ils ont découvert les corps de plusieurs civils belges, abattus d'une balle dans la nuque. Sur une route voisine, 3 prisonniers américains avaient été abattus à bout portant. Il n'y avait aucun témoin, aucune fouille, que des corps. Et le silence. La retraite de la Glaise devint un symbole. Non seulement en raison de la défaite tactique, mais aussi parce qu'elle démontra les limites physiques et morales d'une unité d'élite allemande envoyée pour accomplir un objectif impossible. Le mythe de l'offensive éclair s'éteignit dans les forêts ardennaises, au milieu des arbres brisés et du sang gelé. Ce fut la fin du Kampfgruppe Peiper en tant qu'unité de combat. Mais ce ne fut pas la fin de son histoire. Massacre de Malmedy. La guerre en Europe prit fin en mai 1945. L'Allemagne nazie capitula sans condition. Berlin était en ruine. Hitler était mort. Et le Troisième Reich était anéanti. Mais tout ne s'arrêta pas sur le champ de bataille. Pour de nombreux officiers allemands, la véritable reddition eut lieu des mois plus tard, devant les tribunaux. L'un des noms qui résonna le plus dans les rangs alliés fut celui de Jochen Peiper. L'histoire de son unité, le Kampfgruppe Peiper, était déjà connue. Elle avait été le fer de lance de l'attaque allemande dans les Ardennes. Elle avait brisé les lignes, semé le chaos, exécuté des prisonniers et commis l'un des massacres les plus brutaux du front occidental. Ce crime, le massacre de Malmedy, n'était pas oublié. Et dès la fin de la guerre, l'armée américaine ouvrit une enquête. Les survivants du 285e bataillon d'artillerie furent localisés. Leurs témoignages concordaient, ils parlaient tous de la même chose. Ils s'étaient rendus, avaient été désarmés, rassemblés dans un champ, et sans provocation, les soldats de la Waffen-SS les avaient exécutés. Certains tiraient des rafales de mitrailleuses, d'autres achevaient les blessés au sol. On trouvait des restes de douilles, des chenilles de véhicules blindés et des dizaines de cadavres. Personne ne contestait qu'il s'agissait d'un massacre. La section des crimes de guerre de l'armée américaine a collecté les données. Elle a rassemblé des rapports médicaux, des cartes, des photographies aériennes et des témoignages de soldats et de civils. Elle a identifié les auteurs présumés. Au total, 74 membres de la première division blindée SS.
Des membres de la division furent arrêtés. Parmi eux se trouvait Jochen Peiper. Le procès se déroula dans l'ancien camp de concentration de Dachau, transformé en centre de détention et en tribunal militaire. Il débuta en mai 1946 et dura plusieurs mois. Il portait sur les meurtres de plus de 80 prisonniers américains à Bonnier, ainsi que sur d'autres exécutions perpétrées lors de l'avancée allemande dans les Ardennes. Les accusés furent présentés comme un groupe. Il ne s'agissait pas de procès individuels, mais d'une affaire collective. L'accusation soutenait que les crimes avaient été commis par des unités placées sous le commandement direct de Peiper et qu'en tant que commandant, il en était responsable. La question n'était pas de savoir s'il avait appuyé sur la gâchette, mais plutôt s'il avait cautionné, ordonné ou omis d'empêcher les meurtres. Au cours du procès, plusieurs accusés ont présenté des aveux signés détaillant les événements. Ils ont déclaré que les prisonniers avaient été exécutés sur ordre du verbalement. Les officiers étaient au courant des exécutions. Personne n'a été arrêté pour ces faits. Cela faisait partie de la logique de la campagne. Cependant, ces aveux ont suscité la controverse. La défense a affirmé qu'ils avaient été obtenus sous la torture, sous la menace et lors de simulacres d'exécution. Elle a affirmé que plusieurs accusés avaient été battus, maintenus éveillés pendant des jours et soumis à des pressions physiques et psychologiques. L'un des soldats, Rudolf Freimuth, s'est suicidé après avoir avoué. Un autre a affirmé avoir été contraint de signer sous la menace de mort. Le procès fit scandale. La presse américaine se fit l'écho des accusations. Certains journaux mirent en doute la validité des aveux. Au Congrès américain, une commission spéciale, présidée par le sénateur Raymond Baldwin, commença à examiner l'affaire. Le procès de Malmedy devint l'objet d'un débat sur la légalité des procédures judiciaires d'après-guerre. Pendant ce temps, les procureurs tenèrent bon. Ils montrèrent des photographies des corps congelés au camp de Bonniez. Ils présentèrent des rapports médico-légaux. Ils reproduisirent des témoignages de survivants blessés. Ils montrèrent des cartes indiquant les itinéraires du Kampfgruppe Peiper et des listes d'exécutions documentées à Hounsfeld, Ligneville et Stavelot. En juillet 1946, le verdict tomba. 43 des accusés furent condamnés à mort par pendaison. 22 autres furent condamnés à la réclusion à perpétuité. Les autres reçurent des peines moins lourdes. Jochen Peiper fut condamné à mort. Les condamnés demandèrent à être fusillés comme des soldats. Le tribunal refusa. La potence fut préparée. Les exécutions furent prévues pour 1948. Mais la pression politique commença. Avec la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest devenait un allié clé contre l'Union soviétique. Le nouveau gouvernement allemand réclama une révision des procès. Les politiciens américains commencèrent à remettre en question les méthodes utilisées à Dachau. Le général Lucius Clay, gouverneur militaire en Allemagne, ordonna une révision de l'ensemble du processus. Une commission militaire conclut à de graves irrégularités. Les aveux obtenus sous la contrainte ne pouvaient être considérés comme des preuves valables. Les peines furent révisées. Les exécutions furent suspendues. Une vague de commutation de peine commença. En 1951, la plupart des condamnations à mort avaient été annulées. Les prisonniers commencèrent à être libérés progressivement. En 1956, après 11 ans de prison, Jochen Peiper fut libéré. Il avait passé 5 ans dans le couloir de la mort, en attente d'exécution. Il franchissait alors la porte de la prison. Peiper se retira dans la vie civile. Il travailla comme traducteur et éditeur pour une maison d'édition allemande. Il s'installa ensuite en France, dans une petite ville appelée Trave, en Haute-Saône. Il acheta une vieille maison, vécut avec sa femme et évita les apparitions publiques. Mais il ne passa pas inaperçu. Des militants antifascistes commencèrent à dénoncer sa présence. Des campagnes furent organisées pour l'expulser. Graffitis, menaces et tracts apparurent. Certains voisins le défendirent, d'autres voulaient le voir partir. Peiper garda le silence. Il savait qu'il ne pourrait pas se cacher éternellement. Le 13 juillet 1976, quelqu'un a mis le feu à sa maison. On ignore encore qui l'a fait. On pense qu'il s'agissait d'un groupe armé d'extrême gauche. Peiper a été brûlé vif à l'intérieur. Son corps a été retrouvé, un fusil à la main. Il n'y a pas eu de procès. Personne n'a été arrêté. Aucun groupe n'a été reconnu coupable. Accusé de l'attentat. C'est ainsi que Jochen Peiper a pris fin. Il avait survécu à la guerre, à un procès pour crime de guerre, à une condamnation à mort et à la prison.
mais il ne pouvait échapper à son passé. Massacre de Malmedy reste dans les mémoires comme l'un des crimes les plus atroces commis par des unités allemandes sur le front occidental. Le lieu du massacre a été transformé en mémorial. Des plaques, des photographies et des noms gravés dans la pierre y sont exposés. Chaque année, vétérans et familles des victimes s'y rassemblent pour lui rendre hommage. Le cas de Peiper a créé un précédent. Il fut l'un des rares commandants allemands de haut rang jugés pour un crime précis commis au combat et non dans des camps de concentration ou d'extermination. Son procès, sa condamnation et sa libération symbolisent la complexité de la justice d'après-guerre, entre vérité, politique et mémoire. Mais au-delà du tribunal, les faits parlent d'eux-mêmes. En décembre 1944, sous ses ordres directs, une unité de combat a assassiné des soldats désarmés, détruit des villages entiers et semé la terreur dans son sillage. Ce crime est resté gravé dans les documents, les photographies et les tombes. Ainsi, au-delà du procès, l'histoire n'a jamais oublié Peiper, ni ce que son Kampfgruppe a accompli dans les forêts glacées des Ardennes.